Sur tous les projets que je lance, je les lance toujours avec madame. D'accord. C'est mon associé, c'est mon épouse, c'est ma camarade, enfin, comme on a l'habitude de dire. Jusqu'à ce qu'on s'embrouille de temps en temps. Là, on n'est plus associés, on n'est plus camarades. On cohabite. J'aimerais bien que les gens sachent qui tu es, Bruno Bellinga. Ok. Donc, comme tu l'as introduit, je m'appelle Bruno Bellinga, j'ai 48 ans, je suis entrepreneur. Ça fait déjà depuis 2013 que je suis dans ce type d'activité. J'ai construit auparavant un skatepark au Sénégal, aussi une aire de jeu au Sénégal. J'ai construit ici en 2018 Hyde Park, qui est un trampoline park. Ensuite, en 2019, j'ai créé une société informatique pour développer des applications pour tout ce qu'on appelle la food tech. D'accord. Donc la food tech, c'est des applications pour les restaurants. D'accord. Tu passes commande directement via l'application mobile. Ensuite, un livreur vient te livrer à domicile et tu peux payer en espèces ou par mobile money. Un peu ce que l'on voit avec Glovo, Jumia, etc. D'accord. Mais nous, notre focus, c'était vraiment le marché local des maquis. D'accord. Et des espaces poulets braisés, poissons braisés, tous les poulets braisés, poissons braisés que tu vois au coin de la rue, nous on les avait référencés dans l'application. D'accord. Donc de là on se démarquait des grands majors de cette activité. Ok. Donc, ok. Tu as toujours ces activités-là sur le skatepark ou Oui, j'ai toujours le skatepark à Dakar, la société Sky qui gérait la livraison de l'application mobile, on l'a fermée l'année dernière à cause du Covid et l'arrivée d'un grand major aussi côté food tech. D'accord. Donc, il a totalement noyé le marché. Donc, on s'est dit que c'était plus la peine, on n'allait pas continuer dans ce sens. Dans la mesure où c'était plus rentable. C'est clair. Imagine-toi, Amazon vient sur le même business que tu as. Les mecs, ils ont une puissance financière. C'est ça. Juste entre parenthèses, avant que tu continues. 48 ans. Black, don't crack. Parce que vraiment, c'est très propre ce qu'on voit à 48 ans. Ouais, mais c'est-à-dire, j'essaie de me maintenir. D'accord. Qu'est-ce que tu fais? Parce que moi, je suis arrivé il y a pas longtemps ici. Oui. Ma femme m'adore. Ce qui fait qu'elle me fait des plats. Et quand je dis je vais reprendre le sport, c'est foutu parce que pour être bien, il faut alimentation. Il faut sport, il faut alimentation. Et l'alimentation est quasiment aussi importante que le sport. Donc comment tu fais pour être aussi J'essaie d'avoir un certain rythme de vie, une certaine hygiène de vie, c'est-à-dire je fais du sport assez régulièrement, même si je peux pas aller courir, j'essaie de faire quelques exercices à la maison, ne serait-ce que 30 ou 45 minutes. D'accord. Mais j'essaie d'être assidu. Après, il y a l'alimentation. Quand je vois je prends trop de poids, j'essaie de réduire. Je fais un petit régime, je réduis ma consommation, mais c'est important d'être en forme. Ouais. Parce que à 5 heures du matin, je suis déjà up, je commence à dialoguer, communiquer avec mes contacts, mes partenaires en Chine. Il y a 8 heures de décalage, donc j'ai des grosses journées qui commencent à 5 heures tous les matins. Après, il y a le tour des différents sites, faut checker les effectifs, faut préparer les différents événements, les week-ends, etc. Ça fatigue, ça épuise. C'est clair et net. C'est du sport. Alors, revenons au business. Donc aujourd'hui, concrètement, tu gères 3 activités, si je comprends bien, ou 4? Bon, un peu plus. D'accord. C'est-à-dire que j'ai les 2 parcs aquatiques qui sont fonctionnels. J'ai un autre restaurant à Bata qui s'appelle le Sunset à Bata. D'accord. Depuis 1 an et demi que je suis en train de transformer, j'ai démarré les travaux, j'ai fait des travaux de modification que j'ai entamés là en janvier. Donc l'objectif c'est de transformer le restaurant en parc aquatique aussi. Ok. ok. Non mais c'est dans le reportage grosso modo qui avait été fait sur le Splash Park, ils avaient titré le business de l'enfance. Je crois que c'était ça. C'est ça. J'allais dire, est-ce que ça rapporte réellement? En l'occurrence, je pense que ouais, puisque comme je dis, il y a toujours du monde là. Mais quel est le mindset que tu avais derrière pour te dire, ok, je vais me lancer dans ça? La priorité, c'était pas de faire de l'argent. D'accord. Ça va sonner comme un cliché, mais c'est vrai, c'était pas faire de l'argent, c'était vraiment de proposer un service aux citoyens. En tant que parent, moi-même je suis parent, et très souvent on savait pas quoi faire des enfants le week-end ou pendant les vacances scolaires.
C'est vrai qu'il y a déjà certaines offres sur le marché, mais on voulait se diversifier de ces offres, profiter de la chaleur qu'on a sous nos latitudes et profiter pour en mettre en place un parc aquatique, mais de manière sécurisée. Parce que les piscines sont pas safe, entre guillemets. Tu prends un enfant de 5 ans, quand il y a plus de 70 cm d'eau, il est pas à l'aise. Tandis que nous, dans nos parcs aquatiques, il y a maximum 70 cm d'eau. Ça, c'est vraiment le grand bassin. Le petit bassin varie entre 30 et 50 cm. Donc, je voulais pouvoir proposer une application, enfin, autant pour moi, un aire de jeu safe, un aire de jeu familial et un aire de jeu adapté à nos latitudes. Il fait chaud, il fait extrêmement chaud. Le week-end dernier, il faisait presque 42 degrés. Ouais. Et c'est vraiment agréable de pouvoir se baigner, d'avoir des seaux d'eau sur la tête. Mais ça sonne comme une évidence, en fait, d'avoir ce type d'activité-là. Mais, hormis toi, dès que tu as mis ça en place, je me dis, ok, ouais, bah oui, mais c'est normal. Mais en fait, il y a rien autour de ça. C'est ça. Et c'est même pas une question économique, puisque tu as des gens, éventuellement, qui n'ont pas forcément le temps d'emmener leurs enfants à Bassam ou à Assini. C'est juste là. Ouais. Zone 4 ou Bonoumin. C'est juste là. Mais c'est dingue. Comment ça sonne comme une évidence. Et les enfants, comment ils s'amusent, c'est tout aussi dingue. Bon, mes enfants, ils avaient 1 an quand ils ont fait leur anniversaire. Donc, il y avait leurs cousins, il y avait leurs amis et tout. Les mecs, ils couraient partout. Ils étaient dingues. Et derrière, bon, il y a la grand-mère, une grand-mère qui a 28 ans de mes enfants, qui a elle aussi fait l'anniversaire de son fils là-bas et tout, parce que les enfants, c'est juste ce qu'ils veulent, quoi. Ils ont pas besoin de se prendre la tête à aller. J'ai l'impression que Bassam, Massine et tout, c'est pour les grands, en fait. Alors que là, c'est vraiment focus sur les enfants. Et comme tu dis, toute la sécurité et tout cela. Exactement. C'est juste fou. Maintenant, tu as combien de gens que tu as mis en place sur ce site-là? Sur ce site, ils sont 45. J'ai 45 collaborateurs sur ce site. 45 collaborateurs. Et c'est grand comment l'espace? L'espace fait 1000 mètres carrés. 1000 mètres carrés, 45 petit. personnes. Ouais. Comment tu fais pour gérer ça? Parce que l'une des problématiques que moi je vois en tant qu'entrepreneur, quand j'ai démarré ici, c'est pour ça que je me suis pété la gueule sur mon premier truc que j'ai voulu monter, c'est le personnel. Ouais. Je dis pas qu'ils sont pas qualifiés ou pas, mais je dirais que c'est une certaine mentalité. Oui. Je dis pas qu'ils sont méchants, mais il y a certaines choses qui sont un peu compliquées selon moi. Donc comment toi tu fais pour les motiver et au-delà des motiver pour qu'ils appliquent ce que tu leur donnes comme directive, quoi. Ouais. Non, effectivement, c'est pas facile, hein. La partie ressources humaines, c'est compliqué, c'est très complexe. Donc ce que j'ai appris de mon expérience passée, c'est qu'il faut les former, il faut les impliquer dans un projet. C'est-à-dire mes collaborateurs, en général, je les recrute 1 mois avant l'ouverture. Et pendant 3-4 semaines, on fait des sessions de 3 heures par jour de discussion, de formation. Pendant 1 mois. Tous les jours, pendant 3 heures. Tu les prends en groupe pour ces 3 heures ou c'est combien de personnes? Tout le monde en même temps. Tout le monde en même temps? Manager, caissier, animateur, tout le personnel en même temps. Au fil de l'eau, pendant les 3 semaines, 4 semaines, je commence par avec une équipe de 5-10 personnes. Ouais. Au fil de l'eau, je recrute, et les personnes qui arrivent intègrent le groupe. Au bout de 3-4 semaines, on est déjà au moins les 3/4 de l'équipe. Et les 3/4 de l'équipe ont compris le mindset, ont compris le projet, parce que c'est un projet. Tu les rassembles autour d'un projet. Il faut aussi les motiver en leur disant que ce qu'ils vont faire, ça a un impact sur la société. Et ça, c'est réel. Ouais. Et quand ils ont ça, quand ils ont la motivation, après c'est un leitmotiv, il faut la répétition est pédagogique, comme on dit. Il faut régulièrement leur parler, régulièrement les former, leur rappeler les priorités. Et après, ça commence à rentrer. Et quand tu les impliques dans le projet et que quand les clients viennent, ils apprécient la qualité de service, qu'ils leur donnent un petit pourboire de 500 francs, de 1000 francs, ça les motive. Ouais, ça grimpe. Ça les motive. Et chez moi, pratiquement tout le monde perçoit des pourboires. Les animateurs qui sont dans l'eau quand ils prennent soin des enfants, à l'issue, les parents leur donnent un petit billet. Les serveurs, serveuses, sont toujours bien récompensés. Et chez moi, je les challenge. La meilleure serveuse de la journée, elle a une prime de 5000 francs à la fin de la journée. Donc, elle court après les commandes. L'équipe qui est à l'accueil accueille les parents, s'assure que tout se passe bien. Quand les parents repartent, ils prennent leur pouls, savoir si tout s'est bien déroulé, s'il y a eu des couacs. Toutes ces informations, ils me les remontent, on essaie de s'améliorer. Ok.
Okay. C'est du boulot, hein. Non, mais c'est clair, 45, c'est pour ça que je suis pas en train de stigmatiser la personnalité des gens. On se ressemble tous, on est tous des Africains. Donc c'est pas ça, mais pour mettre en place ce type de process-là, effectivement, c'est un véritable challenge. Est-ce que tu as des profils en particulier que tu prends au départ ou, grosso modo, j'allais dire, quasiment n'importe qui peut venir et après tu les formates? Je ratisse très large. Je ratisse très large. Je prends pas le profil par rapport à son expérience, mais je le prends par rapport à son potentiel. Okay. Et ça, c'est un distinguo que je fais. T'as beau avoir un bac plus 5, si je sens que t'as pas le potentiel, si je sens que t'es pas là pour apprendre, je te prendrai pas. Je préfère prendre un bac moins 5, mais qui a la volonté, qui a la hargne et qui est disposé à apprendre. Lui, je vais le prendre parce qu'il va évoluer, il va apprendre avec moi. Et c'est une chance que j'ai, entre guillemets, c'est ce que j'arrive à détecter. Et jusqu'à présent, ça fonctionne assez bien. Bien sûr, tu fais toujours 5 ou 10% d'erreurs. Ça, c'est normal. Là. C'est des collaborateurs qui vont te quitter ou pour lesquels tu vas te séparer au bout de 3-4 semaines. Mais très rapidement, tu te rends compte qu'ils matchent pas avec le projet. Ok, dans ton processus de recrutement ou même entre guillemets, de licenciement, tu es quoi, rapide à les recruter ou lent à les recruter et rapide à les licencier ou le contraire? Moi, je suis rapide dans les deux sens. C'est-à-dire, je te recrute très très rapidement. Ouais. Tu passes en entretien avec un des managers, ensuite tu passes en entretien avec moi. Okay. L'entretien dure 20 minutes, 3 quarts d'heure à tout casser. Vraiment, 3 quarts d'heure, ça c'est le max. 20 à 30 minutes. Et après, je te prends à l'essai. Ok. Ça marche comme ça. D'accord. Par contre, le process de séparation est très rapide. Il faut pas perdre de temps. Généralement, sans trahir de secret, c'est des fautes graves. C'est quoi exactement? Pourquoi tu vas te séparer d'un collaborateur sur ce projet en particulier? Il m'est arrivé de me séparer d'un collaborateur parce il était pas customer oriented. D'accord. Il était pas focus sur le client. Sa priorité, c'était lui et c'était pas les enfants. Et ça me pose problème. C'est-à-dire que quand ton enfant trébuche devant toi, tu dois avoir le réflexe de chercher à l'aider à se relever. Mais tu peux pas le regarder trébucher et le regarder se lever tout seul. C'est que t'as pas la bonne approche. C'est clairement pas le business. Ouais. C'est carrément pas le business et là-dessus, je suis intransigeant. Ok, j'ai compris. Ok. Tu sais, quand tu me parlais de sessions entre guillemets de formation avec tes équipes pendant 3 heures par jour, ça me faisait penser à un film qui est sorti, je crois que ça s'appelle The Founders ou Les Fondateurs, sur McDonald's. Et les 2 gars qui ont formé McDonald's, pas celui qui a repris après. D'accord. Non, je me trompe. C'est celui qui a repris après, qui a montré une sorte... Bon, je me mélangeais, peu importe les gars qui ont fait ça. Dans leur process de formation, à un moment donné, ils ont tracé à la craie sur une grande place les différents points où les gars seront, sur les positions, et répétaient exactement comment il faut travailler, mais grosso modo à l'invisible. Est-ce que c'est un peu comme ça que vous bossez? Parce que je me dis, 3 heures par jour, je comprends. Mais de quoi vous allez parler pendant 3 heures? Où vous mettez en place des choses et vous entraînez, entre guillemets. Il y a énormément de sujets à aborder. Je les forme un tant soit peu businessment parlant. Il faut qu'ils comprennent le business. Il faut qu'ils sachent que j'ai investi, que j'attends en retour sur investissement. On parle des différentes marges, les marges brutes, etc. T'es transparent avec eux sur ça? Non, c'est-à-dire je suis transparent dans la mesure où il faut qu'ils comprennent que quand tu achètes un poulet à 2000 francs et que tu le revends à 5000 francs, derrière tu marges un certain pourcentage, mais que cette marge, le bénéfice de cette marge, sert à payer les salaires, c'est à payer les charges, etc. Il faut qu'ils comprennent ça. Il faut pas qu'ils se disent le patron gagne de l'argent et tout l'argent qu'il gagne retourne dans sa poche. Il faut qu'ils comprennent que quand le patron gagne de l'argent, c'est l'ensemble de l'équipe qui gagne de l'argent parce qu'avec cet argent, on peut payer les charges, on a des investissements parce qu'on a un 2e site qui va ouvrir, on peut payer les salaires, on peut payer les fournisseurs, etc. Et quand ils comprennent ça, il faut pas, à la fin de la journée, ils confondent pas le chiffre d'affaires et le bénéfice du patron. Ça, c'est très important. Mais comme je te disais, je les implique dans un projet. Et ça, c'est vraiment très important. C'est primordial pour moi. Il faut qu'ils comprennent que c'est un projet. C'est quelque chose qu'on a démarré qui était inédit en Côte d'Ivoire. Et c'est un projet pour lequel on a eu l'adhérence des parents. Ils adorent, ils s'y sentent bien. Et il faut qu'ils continuent à bien s'y sentir. Et pour ça, on est les premiers acteurs de la réussite de ce projet. Alors, comment on appelle ça? J'allais dire pour attirer les clients. Le cœur du business même, c'est la piscine ou c'est l'ensemble des choses qu'il y a autour de la piscine pour les enfants?
Le cœur du business, j'ai envie de te dire, c'est un espace familial. C'est un concept assez nouveau qu'on a créé, c'est-à-dire que c'est pas une piscine pour les enfants. C'est pas une garderie, c'est pas un maquis, c'est pas un espace de divertissement. C'est tout ça en même temps. T'as pris le meilleur de toutes ces choses-là et laissé le mauvais de toutes ces choses-là. Exactement. C'est-à-dire, on prend le meilleur de tout ça et on essaie de faire en sorte qu'aussi bien le parent que l'enfant ou que le grand-parent se sentent à l'aise dans cet espace et aient envie d'y passer 3 heures facilement. Et c'est ce cocktail qu'on a réussi avec la collaboration de l'ensemble de mon équipe. C'est pas quelque chose que j'ai fait seul. J'ai une associée, c'est mon épouse, Madame Belinga. D'accord. Donc on travaille sur les projets de manière je veux dire... Vous concertez. On se concerte, mais voilà, c'est de manière collégiale qu'on prend ces décisions, qu'on travaille sur les projets. Mais ensuite, c'est une équipe avec laquelle je travaille, avec laquelle je prends des feedbacks, j'en pose des questions, je demande quelles sont les pistes d'amélioration. Et de manière collégiale, aussi bien les associés que les collaborateurs, on trouve des solutions. On se dit, si on rajoute ça, ça va plaire aux parents. J'ai des fois des remontées du terrain, des clients qui remontent des informations ou qui font des suggestions à mes collaborateurs, qui les remontent au manager, qui me remonte ça, qui remonte ces suggestions. Et si si on juge que c'est quelque chose qu'on peut appliquer, on l'applique. D'accord. Donc c'est vraiment important que l'ensemble de nos clients, quand je dis l'ensemble, comme je te disais tout à l'heure, enfants, parents et grands-parents se sentent à l'aise dans cet espace et se disent, comme tu disais tout à l'heure, au lieu d'aller passer une après-midi à Séni ou d'aller passer une après-midi à Bassam, je vais au splash et j'aurai tout ce que je voudrais. Mais c'est véritablement le sentiment qu'on a quand on est là-bas. Ben, moi, je te le dis, j'étais là-bas, je viens d'avoir je suis nouveau papa. Oui. Donc, pour moi, c'est la prunelle c'est mes poumons. Je les appelle mes poumons. Exactement. Donc, s'il arrive quelque chose, ma fille, la dernière fois, elle a un peu tapé la bouche. J'étais perdu, tu vois. Donc, effectivement, j'étais là-bas, j'observais et tout. Et c'est pas pour vendre l'article, mais c'est réellement comme ça qu'on se sent. On se sent bien. Les gars, ils prennent soin de nous. En tout cas, moi, peut-être, c'est l'expérience que j'avais. Ils me voyaient. Des fois, les gars, ils me voyaient, ils disent, Caris. C'est pas Caris. Mais bon, tu vois, donc peut-être c'était pour ça. Mais mes enfants étaient bien, leurs amis étaient bien. Ma femme, elle est pire que moi avec ses enfants. Elle était super bien. Donc, c'est pour te dire, quoi. Et le fait qu'il y ait le reportage, elle était contente. Ouais, bien sûr, je vais aller là-bas et tout, bien sûr. Il y a même pas de souci. Donc, je vais te raconter enfin, c'est pas une anecdote, c'est une expérience qui s'est produite, la semaine dernière. Comme c'est un espace où les enfants sont excités, ils courent dans tous les sens et des fois ils se bousculent. Et il y a un enfant qui a une dent cassée. D'accord. Il a eu une dent cassée, fêlée. Je pense aux 2 tiers de la dent était cassée. Donc ce qui s'est passé, la gérante a pris l'enfant avec la maman, ils sont partis chez les dentistes le plus proche. On a appliqué les premiers soins à l'enfant. Ensuite, j'ai eu l'information, je les ai rejoints. Et dès le lendemain, j'ai pris rendez-vous avec ma dentiste personnelle, une des meilleures dentistes d'Abidjan. Et on a pris rendez-vous pour la maman et le petit. Le lendemain, le petit est parti chez la dentiste et ils ont mis un composite. La séance a duré à peu près 45 minutes et la dent était comme neuve. La maman m'a envoyé un message, elle était contente, elle était émerveillée. C'est simple, elle m'a dit, ce que vous avez fait, c'est merveilleux. C'est-à-dire qu'il y a c'est pas seulement du business, mais c'est un accompagnement, c'est un suivi du client. Les clients font partie de notre famille. Moi, c'est ce que j'appelle le business. J'ai beaucoup d'expressions dans ma tête quand tu lis beaucoup de livres de développement personnel, tout vient et tout. Mais ce que tu viens de me dire là, ça me rappelle à ce que je pensais tout le temps. À chaque fois, je le disais à certains de mes clients quand je faisais du consulting, je leur disais, c'est un échange de valeurs. Ma valeur à moi, c'est ton bien-être. Ta valeur à toi, effectivement, c'est de profiter et de me donner l'argent qui correspond à ce que je dis. Donc, ce que tu viens de me décrire là, normalement, ça devrait pas être exceptionnel. Mais son caractère devient exceptionnel. Ici, j'adore ce pays, j'adore cette ville. C'est véritablement. Oui. Mais des fois, c'est un peu compliqué sur le côté relation client. T'as l'impression que quand t'es le client, dans certaines industries, t'emmerdes des gens. Quand tu les appelles, ou quand tu patientes et tout. On a eu, petite anecdote. On avait normalement rendez-vous à 10h. Coupure CIE. Tu as attendu jusqu'à, il est quelle heure? 13h quasiment, pour qu'on débute cette interview-là. Moi, ça me peine, ça me fait mal
fais en sorte, t'es pas mon client, mais tu contribues à ce que potentiellement ce programme-là qu'on est en train de réaliser, cette chaîne-là, Shokanawa, sur laquelle on diffuse, potentiellement ça va avoir un impact positif et tout ça. Donc mon but à moi, c'est de te mettre le plus à l'aise possible et de ne pas me la raconter parce que j'ai quelques caméras, machin et tout. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Oh, ok. Moi, je suis sur telle chaîne, machin et tout. Donc, c'est un échange de valeurs. Donc, quand est-ce que tu as compris qu'il fallait fonctionner comme ça? Où est-ce que tu as compris qu'il fallait fonctionner comme ça? Pour mettre ça sur ton business. Bon, faut dire aussi que j'ai travaillé pendant de nombreuses années pour des grosses chaînes, des grosses sociétés américaines. Ouais. Donc j'ai travaillé au total pendant 10 ans pour des grandes entreprises américaines dans le milieu de l'IT. D'accord. Et les Américains sont très customer oriented. Et la priorité pour les Américains, c'est le client. Quitte à investir, quitte à perdre de l'argent pour que le client se sente à l'aise, les Américains vont le faire. Et c'est quelque chose que j'ai appris parce que ça paye. In fine, t'as vraiment le client qui te mange dans la main. Après avoir fait tous ces investissements, après avoir fait ce suivi, et leur avoir montré que c'est eux la priorité. Après, tu signes tous les deals. Tu signes tous les deals. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à travailler. C'est avec cette approche, avec cette mentalité anglo-saxonne, en me disant que le client est roi. C'est une réalité. J'investis sur mon client et ça finit toujours par payer. C'est ce que j'explique aux équipes. Quand j'ai commencé à expliquer ça aux équipes sur le terrain, par exemple pour l'histoire avec le dentiste, certains m'ont dit « Oui, mais monsieur, ça fait trop de charges. Parce que vous payez ici, vous avez payé ça, ça fait beaucoup. » Je dis « Non. Le client a payé un ticket. L'entrée est à 3 000 francs pour les enfants. Quand l'enfant paye 3 000 francs, quel que soit ce qui lui arrive sur site, c'est sous notre responsabilité. Idem pour l'adulte. Il faut que les clients comprennent ça. Il faut que les clients comprennent qu'il y a un suivi après le splash. Surtout dans le cas d'un incident. Et pour revenir à cette histoire de l'incident de la dentiste, 2 jours après, j'ai envoyé un petit message à la maman pour savoir si le petit se portait bien. 3 jours après, mon collaborateur aussi a envoyé un message à la maman. Elle m'a dit vraiment, c'est formidable ce que vous faites. Ouais, mais quand je dis c'est ça le business, surtout dans le business du service. Les gens viennent chez toi pour vivre une expérience. C'est ça. Et ça, là, cette histoire, cette anecdote-là, ça va les marquer à vie. Le petit quand il va grandir avec sa dent, il va toujours parler du splash. Tu vois? Sa maman va toujours parler de cela. Et de toute façon, derrière, je suis persuadé qu'il y a eu des répercussions autour d'elle, dans le sens où elle a dû en parler à, ouais, mon enfant, mais tu sais que le gars là, il m'a envoyé sur son dentiste, il en a fait ci, il en a fait ça. L'important pour moi, c'est que le petit n'ait pas une dent contre moi. Non, mais véritablement, moi ça me plaît et ça m'inspire ce genre de choses-là. C'est pour ça que j'ai envie de le montrer dans Business Plan. Donc, expérience pendant 10 ans avec des grosses boîtes américaines. T'as pas toujours vécu en Côte d'Ivoire? Non, j'ai pas toujours vécu. D'ailleurs, t'es même pas ivoirien. Non, je suis sénégalo-camerounais. T'es ivoirien d'adoption, ok. Si tu veux, je suis africain. Ok, ça marche. Je suis africain. C'est-à-dire que quelqu'un disait il y a quelques années, je sais plus qui, il disait qu'il n'était pas ghanéen, il n'était pas burkinabé. C'est dans le pays dans lequel il se sentait à l'aise, c'est dans ce pays-là qu'il prenait cette nationalité. Tu peux être ivoirien, mais ne pas te sentir à l'aise en Côte d'Ivoire et te sentir très bien au Ghana. Donc tu n'es plus ivoirien, tu deviens ghanéen. Moi, j'ai cette approche, c'est-à-dire que je suis sénégalo-camerounais, je suis né à Paris, aujourd'hui je vis en Côte d'Ivoire, mais aujourd'hui je suis ivoirien. C'était quoi le jump pour te dire je vais aller dans ce pays-là, en Côte d'Ivoire? C'est une opportunité professionnelle. D'accord. Quand j'ai quitté Paris, il y a de cela maintenant 16 ans, je suis parti m'installer au Sénégal. Ouais. Donc j'ai travaillé à Dakar pendant plusieurs années. Et après, j'ai eu une opportunité professionnelle. Le poste était basé à Abidjan. C'était pour être directeur Afrique pour des projets telco. Donc j'ai quitté Dakar pour m'installer à Abidjan. Et c'est comme ça que petit à petit, je suis tombé amoureux de la ville. Je connaissais pas du tout. On m'a parachuté comme ça du jour au lendemain. Je connaissais rien de la ville. J'ai tout appris de moi-même. C'était quelle année à peu près ça? Ça c'était en 2008. T'étais 2008. Dans où il y avait, c'était un peu fou. Oui. Donc du coup, entre fin 2010 et fin 2011, j'ai dû retourner au Sénégal à cause des événements. Et puis je suis revenu un peu plus tard. D'accord, ok. Mais avant de repartir, mettons de côté les événements politiques et tout ça, quand tu t'es senti bien, à l'aise, c'est quoi le sentiment? Parce que j'ai eu le même ressenti quand je suis venu en 2016. Pourtant, moi, entre guillemets, je suis ivoirien, de sang, tout ce qu'on veut. Mais quand je suis venu en 2016, après, c'est peut-être les vacances qui ont fait ça. Et je me suis dit,
je vais vivre ici. Tout le monde était là autour de moi. Hein. Qu'est-ce que tu vas vivre ici? T'as passé 35 ans en France, que tu vas venir. Et dit, vous allez voir. Et l'univers, le créateur a fait que... Et effectivement, en Côte d'Ivoire, il y a quelque chose qui est vraiment ineffable. C'est un sentiment, il est difficile à décrire. Quand tu arrives ici, il y a une chaleur humaine, t'apprécies les gens, t'apprécies la vie. T'apprécies la vie dans sa globalité, t'apprécies la qualité de la nourriture, t'apprécies la qualité de service, les infrastructures. Et ce qui fait que, surtout quand t'as vécu à l'étranger, en Occident, quand tu arrives ici, tu te sens pas dépaysé. C'est-à-dire que t'as la qualité de vie, les infrastructures, etc. En plus de ça, t'as la chaleur humaine, t'as la météo. On va pas s'en plaindre. C'est clair, hein, c'est clair et net. Et tout ça fait vraiment un cocktail explosif qui fait que la Côte d'Ivoire, c'est une terre très attirante. Ok. Tout à l'heure, je savais pas, mais t'as relevé un point où tu disais, tu bossais grosso modo avec madame. C'est en particulier sur ce projet-là que vous avez débuté à, entre guillemets, bosser ensemble, ou c'est bien avant vous bossiez? Non, bien avant. Sur tous les projets que je lance, je les lance toujours avec madame. D'accord. C'est mon associé, c'est mon épouse, c'est ma camarade, enfin, comme on a l'habitude de dire. Jusqu'à ce qu'on s'embrouille de temps en temps. Là, on n'est plus associés, on n'est plus camarades. On cohabite. Oui, donc c'est tous ces projets, on les lance ensemble. Elle a eu la chance d'avoir une formation comptable. Donc, finance, etc. Ça, c'est son métier. Elle est auditrice. Donc, c'est elle qui met en place les process. Notre objectif, c'était quoi? C'était de créer de la valeur, de créer des sociétés, mais on voulait pas être présent dans ces sociétés H24, 7/7. On voulait pouvoir piloter ces projets depuis Asseni, depuis Bassam, où t'es en train de te la couler douce. Et t'as une équipe qui travaille pour toi parce qu'il y a des procédures qui ont été mises en place, parce qu'ils ont été formés, et parce que tu les rends autonomes. Toujours par rapport à ce business-là en particulier, le Splash Park, moi, c'est ça qui me surprend, agréablement surpris, tu vois, de dire, ok, je peux laisser toutes ces personnes-là quasiment autonomes, en automatique. Le business fonctionne automatique. J'ai une anecdote. Je vais pas dire le nom de cette communauté-là parce que j'ai pas envie de la stigmatiser, d'accord? Mais ce sont des personnes qui font des affaires en Côte d'Ivoire et finalement ça fonctionne bien pour elles. Et il y a une personne proche de moi qui me disait la raison pour laquelle ça fonctionne bien, c'est parce que ils mettent une personne de leur communauté à chaque fois à des points stratégiques pour ne pas qu'il y ait des trucs bizarres. C'est pour ça que ça fonctionne bien. Et ce qui me frappe moi quand je vois ce business-là, je Splash Park, je me dis mais les gars ils sont solos. Tu vois? Alors que à contrario, les gars me disent, c'est pour ça que je me dis mais comment tu as réussi à transcender ces gens-là? Qu'est-ce qui fait, même si Non, et comme je te disais, c'est un projet, c'est pas juste un job. Et puis, il faut leur montrer que quand le Splash gagne, tout le monde gagne. Ça, c'est important. Et quand le Splash perd, tout le monde perd. Et tu l'appliques en réalité parce que il y a des gens qui disent des formules, mais après, bon, sur le terrain, ça devient un peu bizarre. Il y a pas plus tard que la semaine dernière, j'ai distribué les objectifs de mes managers, ils étaient tous contents. C'est-à-dire quand tu distribues les primes, les objectifs de tes managers, pour certains, la prime est supérieure au salaire. Donc là-dessus, je suis vraiment, je veux pas dire généreux, mais c'est leur contribution. Ils ont travaillé pour, ils ont atteint leurs objectifs, ils ont même exceed pour certains. C'est normal que derrière ils gagnent. C'est clair? Derrière, quand ils gagnent, je t'assure que quand tu vois le sourire sur leur visage, Tu m'étonnes. C'est jouissif. Tu m'étonnes. Ils reviennent pas 3 jours après parce qu'ils ont fait la bringue avec Non, ils sont assez sérieux sur ce plan. Mais comme je te disais, je les implique et je leur dis que le Splash, moi j'ai travaillé pour, c'est-à-dire qu'une fois que je l'ai mis en place, il m'appartient plus. C'est le vôtre. D'accord. Hyde Park, c'est plus à moi, c'est pour vous. Et quand je vais au Splash, par exemple dimanche, j'étais en famille avec ma femme et puis notre dernière là qui a 4 mois. On est des clients, c'est-à-dire on rentre, on s'installe, on se pose quelque part, on passe une commande et on paye toujours nos factures. Et on est des clients. Je vais jamais sur mes sites pour aller voir ce qu'ils ont fait en caisse ou pour aller voir ce qu'ils font. Non, du tout. Sur chacun des sites, quand j'y passe, et c'est pas tout le temps, quand j'y passe, c'est en client. Je m'installe quelque part, incognito. Et puis je prends un peu le pouls de l'ambiance, je détecte des petites erreurs qui ont été commises, ça me permet à la fin de la journée de faire un feedback à mes managers.
Donc je suis vraiment en mode client. Et ça, c'est important. C'est-à-dire, beaucoup de clients ne savent pas que je suis propriétaire de ces différents établissements. Ils doivent le savoir après business plan. Ok, c'est génial. Alors, tes managers que tu as, t'as combien de managers sur, par exemple, ces projets-là? J'en ai 8, je pense, 8 managers sur les différents sites. Alors, tu cherches des profils particuliers pour ces postes-là ou bon, tu les fais monter en grade je les fais monter en grade. Ouais. Je regarde, au début, tu peux rentrer chez moi en tant que caissier, je t'observe. Okay. Je regarde comment tu fonctionnes, je regarde ta capacité à absorber des informations, ta capacité à progresser. Et après, je te coach. Quand je te sens prêt, je partage avec toi un projet. Et si le projet t'intéresse, je te coach pendant 2-3 mois. Au bout de 2-3 mois, je te donne les billes et tu pilotes seul. Ok. Au cas de tes managers, t'as jamais eu affaire à un manager qui s'est pris pour trop le chef, entre guillemets, puisque tu le laisses apprendre autonome. Après, bon, même si toi, grosso modo, délègue le pouvoir à ce manager-là, en lui inculquant ton état d'esprit. Ouais. Maintenant, est-ce que t'as déjà eu quelque chose qui s'est transcendé en autre chose que ce que tu voulais? Sans doute. Pourquoi sans doute? Parce que dans mon état d'esprit, je cherche pas à me mettre en avant. C'est-à-dire que quand t'as un CEO qui cherche à se mettre en avant et que le manager commence à prendre un peu de l'ampleur, prendre de l'amplitude, le CEO se dit, il veut prendre ma place. Alors, je vais reformuler peut-être, parce que peut-être que j'ai mal posé ma question. Vas-y. C'est plutôt auprès de tes collaborateurs qui sont sur le terrain. Est-ce que le manager fait un peu trop de zèle en termes d'autorité, alors que toi, non, c'est parce que tu as voulu, entre guillemets. Est-ce que c'est déjà arrivé? Puisque je dirais que dans certains cas que j'ai pu observer, de personnes que je côtoie dans le business et tout, c'est un peu ce qui se passe. C'est le numéro 2, numéro 3, commence à faire le petit chef. Comme, je veux pas dire de nom, parce qu'ils se reconnaîtront, mais j'entends des fois des histoires, ok, celui-là, on l'a mis truc et il croit que machin et tout. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Et si oui, comment t'as pu gérer ça? Non, j'ai pas encore eu à rencontrer ce genre de situation. Mais comme je te disais, d'un autre côté, les managers, je les coach et je leur demande pas de manager par la crainte. Voilà, c'est exactement le mot que je cherchais. Voilà, je leur demande pas de manager par la crainte, je leur demande de manager par la confiance et par l'exemple. C'est-à-dire que les collaborateurs doivent les prendre en exemple. Chaque collaborateur, mon objectif, c'est que chacun de mes collaborateurs se dise demain, j'ai envie de devenir ce manager. Parce qu'il est cool, parce qu'il est sympa, parce qu'il a réponse à tout, parce qu'il sait gérer chaque situation. C'est ça, un bon manager. Et c'est ce que j'essaie d'instiller au sein de mon équipe, de manière à ce qu'ils ne cherchent pas à crier sur chacun des collaborateurs. Parfois on a des sessions dessus aussi. Ouais. Je leur montre comment manager, comment aborder un one-to-one avec un collaborateur, les angles par lesquels il faut éviter de les attaquer. Bon, tout ça, c'est de la formation. Bon, j'ai eu la chance, comme je te disais par le passé, d'avoir suivi l'ensemble de ces formations, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai un niveau, je veux dire, supérieur à la normale en tant que manager, parce que j'ai été directeur de grosses structures. Mais ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire le coaching, le management, l'approche et la manière dont le manager prend soin de ses collaborateurs, ça, c'est ça qui fait la différence. C'est eux qui sont directs avec tes clients, donc. Exactement, c'est eux qui font le business et c'est important qu'ils aient un bon rapport. C'est-à-dire que pour moi, et c'est ce que j'explique à mes managers, quand j'ai j'ai trop de départs dans une structure, il y a un problème. Il y a un problème au niveau du manager. C'est pas au niveau des éléments, c'est au niveau du manager. Et si c'est comme ça, si je me rends compte qu'il y a quelque chose qui va pas, je préfère me séparer du manager. C'est-à-dire que j'évalue mes managers par rapport à mes collaborateurs. C'est-à-dire que je fais des one-to-one avec tous les collaborateurs et je leur demande ce qu'ils pensent du manager. Tu penses que tu es au service de tes collaborateurs? J'espère être au service de mes collaborateurs. Oh, okay. J'espère. C'est mon objectif. C'est-à-dire que je suis là non seulement pour faire du business, mais pour aider les gens à passer à un autre niveau supérieur. L'objectif, c'est que ces managers-là, mes collaborateurs directs, c'est-à-dire les managers, l'objectif, c'est que dans quelques années, ils soient leur propre patron. Et pour moi, ça, c'est une réussite. C'est clair. Si tu as pu apprendre à mes côtés et que demain, tu montes ton business, tu deviens ton propre patron, c'est que j'ai réussi à faire quelque chose. C'est clair et net. Avec madame, les process que vous les avez élaborés ensemble avec madame, les process, il y a eu d'autres intervenants dans cette étape-là? Non, c'est essentiellement elle, comme je te disais, elle est auditrice. Ouais. Elle a travaillé pour des
les grands cabinets. Ok. Donc, elle a mis en place des process. Et au fil de l'eau, on s'est rendu compte qu'il y a eu qu'il y avait des petits malins qui avaient vite compris comment passer à travers les process. C'est-à-dire que les process, on les a peaufinés. Et après, on a rebouché un peu on a colmaté toutes les brèches. Toutes les brèches. Okay. Au fur et à mesure, au fil de l'eau. Okay. Et quand on a eu un process qui était, assez correct, assez robuste, on peut dire à 100% parce que le risque zéro n'existe pas. Quand on a eu un process assez robuste, on l'a dupliqué sur l'ensemble des sites. Tout simplement. Aujourd'hui, c'est les mêmes process qui tournent chez Hyde Park, au Splash ou au Sunset, le restaurant. C'est-à-dire que spécialité gardée, entre guillemets, tes collaborateurs, là, ils peuvent aller sur n'importe quel site et ils pourront normalement s'adapter. Exactement. Ils sont interchangeables. Ils sont interchangeables et parfois même, il y a des collaborateurs, des managers qui vont sur d'autres sites pour apprendre le business de l'autre site. Tu peux me donner 2-3 process que vous avez mis, deux? Ok, 2 process. Ouais, 2 process qui ont eu un impact et Ok, je te donne le process des sorties de commandes du restaurant. D'accord. Donc, non, ça c'est bon ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent se retrouver dans la restauration. Voilà. Donc déjà, on gère les entrées. Je te prends l'exemple des poulets. Ouais. T'achètes 50 poulets un samedi matin. Donc, au niveau du stock, entrée 50 poulets. D'accord. Maintenant, chaque serveur, quand il prend une commande, il a des carnets. Et sur les carnets, il y a 3 volets. Donc, il prend la commande de 2 poulets, 1 coca avec un client. Donc sur le premier volet du carnet, il le remet à la cuisine. C'est un bon qui remet à la cuisine. Ouais. Donc le bon de la cuisine a indiqué dessus 2 poulets, 1 coca. Ouais. Donc ils sortent les 2 poulets et le coca, qui remettent au serveur. Et ce bon-là, il le donne directement au caissier. Ok. C'est-à-dire que sur le carnet, sur le bon, il y a marqué le nom, le prénom du serveur. Il y a marqué les produits qu'il a sortis. Une fois qu'ils ont sorti les produits de la cuisine, c'est sorti de chez eux, ils cochent et ils remettent ça à la caisse. Et à la caisse, ils sortent tout de suite la facture. Ok, donc il y a une traçabilité Il y a une traçabilité. Oh, ok. Et à la fin de la journée, on fait la réconciliation entre tout ce qui est sorti en cuisine et tout ce qui a été facturé. D'accord. Cette opération prend à peu près 2h, 2h30, c'est-à-dire que le Splash, par exemple, on parlait du Splash, on ferme à 18h30. Ouais. Mais les week-ends, les managers s'en vont à 23h30 minuit. Parce qu'ils font tout ce travail. Et quand on arrive à identifier un gap, on sait quel serveur ou quelle serveuse n'a pas facturé ou n'a pas payé la totalité de sa facture. Il t'a fallu, vous y avez pensé immédiatement à ça ou avec l'expérience, vous avez créé ça? Disons on y a pensé au début. La malice, on va dire ça comme ça, la malice de certains de nos serveurs nous a poussé à améliorer le process, à réfléchir. Okay. Et de manière collégiale aussi, parce qu'on impliquait les managers qui nous remontaient les informations. Et même certains managers nous ont fait des propositions d'amélioration de certains process. Et on a l'écoute. Quand on fait des propositions qui sont constructives, on les applique. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un process assez robuste. C'est-à-dire qu'en fin de journée, comme c'est un restaurant, je peux savoir exactement la totalité des produits. J'ai une photo de la totalité des produits qui sont sortis. Ouais. J'ai aussi, en dessous de cette photo, le coût total des produits qui sont sortis. Ouais. Ça, c'est géré au niveau de la cuisine. Et j'ai la totalité de ce qui a été facturé. Donc, on a des rapports qui sont envoyés quotidiennement par les équipes. Les rapports font à peu près une dizaine de pages. Ouais. Qu'on observe le lendemain avec madame, dans les détails. C'est des choses qui n'ont pas été. On fait part de nos commentaires. Ah, ok. Toutes ces entreprises sont chapeautées par la même société ou vous avez séparé tout cela? C'est le groupe Hyde Park. Okay. Donc c'est la même société. Okay. Actuellement, comme je te disais, on a 2 splash parks, un 3e en construction à Bata. On a un projet actuellement au Mali, au Bamako, qu'on a démarré déjà, qui devrait être opérationnel pour le mois de juin. Et on a 2 autres splash parks en cours de construction sur Abidjan. Quand vous avez démarré Splash Park, ce projet, après t'es pas obligé de me donner le prix exact, mais ça représente combien en termes d'investissement financier? Ça, je peux te donner le coût de l'investissement, c'est pas un souci. D'accord. Ça m'a tellement fait mal que je m'en rappelle encore. T'es aux alentours de 70 millions de francs CFA. Sur un projet. Yes. Vous avez démarré sur fonds propres avec madame ou vous avez eu des investisseurs ou banques? Sur fonds propres. Fonds propres. Sur fonds propres essentiellement. Est-ce que vous avez sollicité
des établissements financiers éventuellement? On est passé par des banques qui Attendez. nous ont rapidement fermé les portes. Yes. En disant que, en tant qu'entreprise, il fallait, ils nous demandaient de présenter tous les documents sur les 3 dernières années qu'on n'avait pas. Il fallait montrer il faut montrer patte blanche pour pouvoir obtenir un crédit. C'est-à-dire que ce qui est bête, c'est qu'il faut montrer que tu as de l'argent pour pouvoir emprunter. Ouais, et quand tu crées une société, t'as pas d'argent, le business model était nouveau, il y avait pas jamais eu de splash park, donc personne ne voulait nous supporter. C'est le game. Toutes les publicités qu'on voit là où on dit on t'offre un financement pour monter ta boîte et tout, ça, c'est pas destiné aux nouveaux entrepreneurs. Non. C'est pour Par contre, si tu veux prendre un crédit pour une télé de 180 cm, là, ils vont t'octroyer le crédit. C'est comme ça. Ok. Donc, mettez, vous étiez, je vais pas dire vous étiez sûr de vous, parce qu'on n'est jamais sûr, mais qu'est-ce qui vous est passé par la tête en disant, ok, vas-y, viens, on fonce sur ça? Déjà, sur ce projet, on n'était pas d'accord, madame et moi. Parce que, avant ça, on avait déjà démarré 2 autres projets. On avait déjà initié 2 autres projets pour lesquels on n'avait pas encore eu de retour sur investissement. D'accord. C'est-à-dire, on était encore en train d'amortir sur les 2 précédents projets. Et je lui dis, par contre, je le sens bien, ce projet. Elle m'a dit, je le sens pas, ce projet. Je lui dis, je sens ce projet. Elle m'a dit, je le sens pas. Elle m'a dit, tu vas tout seul. Ok. Et je suis parti tout seul. Ah. Entre guillemets. C'est-à-dire que bon, j'avais pas son aval, mais c'était chaud. Non, c'est très chaud. C'est très chaud ce que tu as fait. Parce que quand tu te dis à la fin, si ça marche pas, elle va te sortir la phrase qui commence par « je t'avais ». Tu vois. Mais j'étais sûr de moi parce que j'avais vu ça à Dubaï. Lors d'un de mes séjours à Dubaï, j'ai vu ce projet, j'ai vu l'excitation des enfants, j'ai vu l'ambiance et comment dire, c'était vraiment atypique. T'as des aires de jeu pour enfants, t'as des espaces pour enfants, mais quand tu vois ça, tu vois la lumière dans les yeux des enfants, c'est magique. Non, c'est clair. C'est magique. C'est clair et net. Et tout de suite, je me suis projeté, je me suis dit, pourquoi on ferait pas ça à Abidjan? Et je pense que les gens n'ont pas osé faire ce type de projet avant parce qu'ils avaient plutôt à l'esprit Disneyland, Disney World, c'est-à-dire des projets sur 30 hectares, 50 hectares, des milliards d'investissements. Alors que quand tu le fais à petite échelle, tu prends moins de risques. Vaut mieux investir sur 70 millions plutôt que sur 5-6 milliards. Et puis, t'as l'échelle communale. Donc, si ça marche à l'échelle communale, tu te dis, c'est quelque chose que je peux dupliquer dans les autres communes. Absolument. Voilà. Donc, c'est plutôt dans cet état d'esprit dans cette stratégie que j'étais et que je suis, et c'est ce que je suis en train de dérouler. Sur ce projet-là en particulier, ce qui on vient d'avoir notre petit souci électrique. Oui. À ce niveau-là, que ce soit l'eau, puisque c'est réellement fait partie de ce que vous proposez, que c'est pas lourd en termes de charge, même si c'est amorti après par les entrées et tout, mais c'est pas lourd. Quand je vois tout cela, tous ces enfants qui jettent de l'eau partout et tout, je dis ok. On fonctionne en circuit fermé, c'est-à-dire c'est une piscine. D'accord. Donc les moteurs aspirent l'eau dans la piscine et la rejettent à travers les différents manèges. Donc c'est un circuit fermé, ça tourne en boucle. D'accord. Il y a des perditions, mais elles sont minimes. Ok. Elles sont pas énormes. D'accord. C'est-à-dire que j'ai des factures d'eau qui sont assez correctes tous les bimestres. Ok, ça marche. Avant qu'on commence à filmer, quand on était de l'autre côté, on parlait un petit peu de notre expérience en Europe. Aujourd'hui, est-ce que tu te verrais revivre en Europe? Pas du tout. Pourquoi? Absolument pas. Pourquoi? À l'heure où beaucoup, c'est pas nouveau. On va dire beaucoup de nos frères ici souhaitent aller en Europe pour se chercher, comme ils disent. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour moi c'est pas mauvais parce que j'ai grandi là-bas et je vois que partout sur la planète il y a du bon et du mauvais. C'est ça. Maintenant, toi de ton point de vue, qu'est-ce qui fait que tu te dis non, finalement il y a pas forcément besoin d'aller là-bas? Si tu te souviens, tout à l'heure je t'ai dit que j'étais africain. Ouais. Et que je prenais la nationalité du pays dans lequel je me sentais. Il y a des Ivoiriens qui se sentent très bien en France. Ouais. Il y a des Ivoiriens qui se sentent très bien en Italie. T'as des Sénégalais qui se sentent très bien en Chine. C'est chez eux. Moi, c'est mon expérience personnelle. Je dis pas que l'Europe n'est pas bien. Je dis que moi, personnellement, je ne m'y sentais plus à l'aise. Je m'y sentais frustré. Ouais.
très frustré et je ne voyais pas d'issue à mon avenir professionnel. C'est-à-dire que, comme on le dit si bien, il y a un plafond de verre. C'est une réalité. Il y a un plafond de verre, tu vis dans des conditions qui sont pas les meilleures. Et quand tu viens en vacances en Afrique, que ce soit au Sénégal, au Cameroun, etc., pour 2 mois, tu passes du bon temps. C'est un constat que j'ai fait quand j'avais 17 ans. Je me suis dit, j'avais passé 2 mois de vacances au Sénégal. Je m'étais amusé comme jamais. J'étais parti avec des copains, on a passé des bons moments. C'était piscine, plage, boîte de nuit, resto. À l'époque, on s'amusait très bien. Et on partageait le plat de tchèb en famille, c'est-à-dire on partageait le plat, on mangeait à même le sol. Ça payait pas de mine, mais je me suis rendu compte que la richesse, c'était ça. C'était pas quelque chose de monétaire, c'est pas les billets la richesse. La richesse, c'est les bons moments que tu peux vivre. Exact. Et sur le retour, je me suis dit, pourquoi je ne vivrais que 2 mois dans l'année? Parce qu'en réalité, je vivais que 2 mois dans l'année. Et le reste du temps, quand je retournais en France, c'était pour travailler, la grisaille, etc. Et je me suis dit, non, qu'est-ce qui m'impose à vivre que 2 mois dans l'année? J'ai envie de vivre 12 mois sur 12. Et à partir de là, je me suis dit, mon objectif, ça sera de retourner en Afrique. Et j'ai travaillé pour. Ok. Et aujourd'hui, je ne regrette pas du tout. Ah, tu m'étonnes. Un plein qui regrette pas que tu sois venu ici, mais vraiment, c'est clair et net. On va bientôt arriver à la fin de ce programme. J'aimerais bien faire des prédictions, dans l'avenir. Et, par rapport à ça, j'aime bien demander, où il sera Bruno Belinga dans 5 ans? Qu'est-ce qu'il sera en train de faire dans 5 ans, Bruno Belinga? Dans 5 ans, j'espère que je serai en train de me dorer la pilule. Je pourrai plus travailler. L'objectif, c'est d'être à la retraite, entre guillemets. On n'est jamais vraiment à la retraite, mais de pouvoir accorder plus de temps à ma famille et peut-être faire du coaching et accorder plus de temps à la jeunesse. Ça, c'est dans un futur assez proche. Mais professionnellement, mon objectif, c'est de mettre en place des structures. À l'image, aujourd'hui, c'est Splash Park. Peut-être que ça peut être d'autres projets, mais de mettre en place énormément de structures, pas seulement en Côte d'Ivoire, mais dans la sous-région. D'accord. J'ai envie de me dupliquer dans plusieurs pays. Mali, Sénégal, Burkina, etc. Mettre en place ce type de structure, mettre en place des équipes, les former, de manière à ce que tourne de manière autonome, et que moi, je pilote ça à distance. Ça, c'est mon objectif. Et je pense que on est bien parti avec l'ensemble de mes collaborateurs, qui sont très motivés, qui m'ont aussi montré qu'ils partageaient ce projet. D'ailleurs, actuellement, j'ai une partie de mon équipe à Bamako qui y travaille. C'est quelle tranche d'âge à peu près tes collaborateurs? Les collaborateurs, la moyenne d'âge, c'est, je dirais, 28 ans, 27, 28 ans. Ok. Ils ont à peu près mon âge. Ouais, exactement. Ils sont jeunes, ils sont motivés, et je leur propose un plan, je leur propose un projet. Et ça, ils adorent. Donc, pour répondre à ta question, dans 5 ans, je me vois avec plus de recul dans le business, c'est-à-dire beaucoup moins impliqué dans le business, et avec des projets un peu partout dans la sous-région. C'est vraiment mon objectif. Ok, bah écoute, Shokanawa, business plan, d'ici 5 ans, on regardera ça. On ira te voir si tu dors la pilule, comme tu dis. Et puis, c'est tout le mal qu'on te souhaite, en tout cas. Avant de terminer tout à l'heure, je pensais à notre échange, et il m'est venu à l'esprit plusieurs phrases et tout, parce que j'ai l'impression que ça te représente bien. Et je pense que pour pouvoir venir ici, dans cet environnement-là, et pour pouvoir potentiellement réussir comment on appelle ça, dans les affaires, il faut avoir cela, c'est-à-dire avoir une idée. C'est bien. C'est cool même d'avoir une idée plutôt. Avoir un plan pour cette idée-là. C'est bien. Se lancer, mettre en place le plan avec cette idée-là, c'est courageux. Ouais. Et réussir à s'adapter à la réalité, c'est intelligent. Et ça m'a fait penser à toi, c'est exactement à ça que ça m'a fait penser, c'est exactement à toi que ça m'a fait penser quand je me suis dit, ok, on va avoir cet échange-là. Parce que pour moi, tu incarnes cela. Et toutes les personnes que je reçois dans Business Plan, j'ai l'impression qu'elles incarnent cela. Surtout, comme c'est des banguistes, entre guillemets, quand ils viennent d'Europe et tout. Il y a une toute nouvelle réalité, il y a peut-être une idée et tout ça. Ici, j'ai l'impression que nous tous, on voit que des opportunités, alors que les locaux, ils se disent, je me barre, quoi. On voit que des opportunités. Maintenant, effectivement, se lancer, 70 millions, c'est pas rien.
et réussir à s'adapter à cet environnement-là, créer des process et tout, c'est bien, mais derrière, quand tu vois que il y a des petits trous, Oui. c'est ça qui est intelligent dans ce business-là. Donc, Bruno Bellinga, merci encore d'avoir accepté de venir dans le business plan. On se dit dans 5 ans pour regarder notre vidéo. Ça marche? Avec plaisir.